Bonjour à tous et bienvenue dans notre énième épisode de ce podcast Pas ni blabla. Et aujourd'hui, je suis avec Gilles Saint-Louis. Gilles Saint-Louis, bonjour. Salut tout le monde. Yes, merci. Grand plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que tu nous rends visite ici au Free Comedy Club dans le cadre de ta tournée autour de ton nouveau spectacle Sans texte. C'est ça. Sans texte qu'on reçoit. Moi, je l'ai vu hier, donc on va pouvoir en parler. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé bluffant. Tu veux nous présenter Sans texte ou je le présente ou comment tu le vois? Moi, Sans texte, en fait, tout est dans le titre. C'est-à-dire que ça fait des années que je fais ce métier de comédien et j'ai toujours écrit mes textes. Mais tout en écrivant mes textes, j'ai toujours eu cet amour pour l'improvisation. Donc, dans mes spectacles, il y a toujours quelqu'un qui va crier quelque chose et du coup, on part dans un délire. J'ai une vidéo qui a beaucoup tourné où il y a une dame qui décroche son téléphone juste avant la fin du spectacle. Du coup, on improvise. Et ce côté d'imprévu, je sais pas où on va aller, j'aime beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire l'inverse plutôt que d'écrire et de mettre un peu d'impro, on va improviser majoritairement. Et c'est le concept du spectacle. Si je viens, j'ai pas de préparation, j'ai quelques petites questions pour essayer de lancer les gens, parce que les gens sont toujours un peu timides, mais après, ça rebondit de droite à gauche en fonction de ce que celui-ci a dit, ce que celui-là a répondu ou celle-ci va penser. C'est un spectacle vraiment vivant et je kiffe ça. Ouais, un spectacle dans le partage avec le public. Moi, j'ai constaté que c'est vrai que c'était sans texte. Alors bon, t'as une capacité à rebondir indéniable, mais c'est aussi, j'ai trouvé, sans filtre. Oui, c'est sans filtre. C'est vrai que, en fait, c'est vrai que je pense qu'à des moments, les gens ils vont dire oh. Ouais, il est comme ça, Gilles. C'est mon ADN, en fait. Et je pense que les gens qui me suivent sur les réseaux, c'est ceux qui viennent dans la salle et dans ce contexte parce qu'ils savent que je suis quelqu'un, je vais dire les choses franchement, que ce soit sur des sujets qui ne me concernent pas, mais aussi alors peut-être pas ma vie privée, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que je peux aborder plein de sujets. J'ai une ouverture d'esprit qui me permet de faire ça, ouais. Ouais. Alors, ces spectacles d'impro, c'est vrai que c'est un peu la tendance en ce moment. On voit Redouane Bougueraba qui fait beaucoup d'impro. Beaucoup aujourd'hui de comédiens communiquent aussi sur leurs impros. Toi, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce spectacle? Ou est-ce que tu as des références, des gens que tu es allé voir? Comment tu l'as préparé? En fait, voilà un peu ce qu'on voit ça. Alors moi, effectivement, je regarde énormément de spectacles, énormément de comédiens. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul qui fait vraiment des spectacles d'impro. C'est un Américain, j'ai oublié son nom. C'est un blond et il est très fort, franchement très très bon. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est justement, en fait, c'est compliqué de communiquer sur les réseaux sur ce qu'on a déjà écrit. Parce que forcément, on a écrit un texte, si on le met sur les réseaux, les autres qui viennent après l'ont déjà vu, donc ça spoil. Il y a l'effet de surprise qui est perdu. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que de nos jours, les gens communiquent énormément sur leur passage d'impro. C'est ce qui permet de vendre plus de place. Mais pour connaître, alors que ce soit Redouane, que ce soit comment il s'appelle, le poulain de Redouane d'ailleurs. Nino Arial. Nino Arial qui est très fort en impro aussi. Eux tous, ils ont vraiment un spectacle dans lequel ils glissent de l'impro. Et je pense que s'ils faisaient un spectacle entièrement impro, ce serait très lourd aussi. Donc peut-être que ça viendra. Est-ce que tu avais entendu déjà parler de Kairon par exemple? Kairon, oui, je connais. Ouais. Kairon aussi, il avait un concept qui s'appelait, je crois, 90 minutes avec Kairon, quelque chose comme ça. Ah si, ça me dit quelque chose. Oui, j'ai vu, c'était sur YouTube. Ouais, il est en full impro. Voilà. Il est en full impro. Ah ouais. Mais ouais. Il est très bon, Kairon aussi. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Comme j'ai dit, c'est vraiment cet amour de l'imprévu, de je sais pas. Et puis je pense que j'aime aussi. Ça permet en fait c'est une source d'inspiration au final. Quand quelqu'un va parler d'un sujet, je vais me dire ah oui c'est vrai j'ai pas pensé à ça. Et au final limite c'est les gens qui m'écrivent un texte pendant le spectacle, mais c'est aussi des choses que je pourrais réutiliser par la suite. Claire, t'as un nouveau spectacle. Mais bien sûr. Et c'est ce que je trouve fort, c'est que les gens se rendent pas compte. Et ça j'avais déjà remarqué ça dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens sont très créatifs parfois dans les commentaires. Et d'ailleurs, il y a cette tendance maintenant, quand on voit une vidéo qui fait un peu le buzz, on va dans les commentaires, on voit les top commentaires, il y a des gens qui sont super drôles. Ils sont chauds, ouais. Donc, je trouve que le fait d'échanger, c'est vraiment top. Mais moi, j'ai découvert aussi par rapport à tes autres spectacles, là, j'ai découvert une vraie bienveillance dans les interactions avec les gens. C'est naturel, t'as travaillé... Non, je suis de nature bienveillante et après, ouais, non, en fait, moi, je suis très dans l'ouverture d'esprit et je pense que pour que les gens veuillent se livrer, il faut être bienveillant parce que sinon, forcément, s'ils voient qu'à la première intervention, tu les tacles, c'est mort. Mais non, je suis dans la bienveillance et je suis surtout dans le dépassement de soi parce que moi, cet exercice justement que je fais sur scène avec Sans texte, c'est un lâcher prise. J'ai toujours appris à écrire mes textes, à les apprendre et à les jouer.
Là, se dire je viens sans rien avoir fait, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, je stresse à chaque fois. Et là, c'est ce que je demande aux gens aussi de se lâcher. Donc, on est obligé d'être bienveillant. Je veux qu'ils soient bienveillants avec moi, donc je suis obligé d'être bienveillant avec eux. Ok, je voulais aussi parler de toi, parler de toi, effectivement, dans la vie, aujourd'hui, tes projets, à part sans texte, ce serait quoi? Du cinéma? On a parlé de cinéma un peu avant de commencer on a eu un débat, en fait, avant de commencer le podcast sur Fanon, Zion, l'évolution du cinéma entier. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que t'as joué dans le film Numb avec Yolo, d'ailleurs. Exactement. Et mais comme je te disais hors caméra, je trouve que le cinéma a vraiment passé un step. Moi, le cinéma que j'ai connu avant, c'était un cinéma où en fait, les gens ne nous aient pas forcément allés parce qu'on disait bon, c'est antillais, il y aura pas le budget, il y aura pas la qualité, etc. Et là, je trouve que aussi bien avec Fanon qu'avec Zion, il y a alors, je ne connais pas leur budget, mais en tout cas, le résultat, il est là. Et c'est vraiment des vrais films de cinéma on ne voit pas le temps passer et qui sont captivants du début à la fin. T'es l'humoriste entier de la nouvelle génération numéro 1, on va pas se mentir. Enfin, ex aequo, je sais pas comment tu... Moi, je suis très humble, donc sincèrement, c'est vraiment pas moi qui vais réussir à m'auto-proclamer ni premier ni deuxième. En vrai, je me dis qu'on peut pas plaire à tout le monde et au contraire, je suis content qu'on soit plusieurs parce que je sais que quand je vois l'humour que font les autres, c'est pas forcément mon humour, mais je sais qu'il y a des gens qui vont kiffer ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit et je trouve même dommage qu'on soit pas plus nombreux. Et ce que je trouve cool, c'est que justement depuis, je pense qu'en vrai, il y a Bobby et moi, et derrière, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et cette génération-là, il y en a de plus en plus, et je trouve ça bien. Je trouve vraiment bien que ça se démocratise, et sûrement, justement, avec des salles comme le Free Comedy Club, je pense que n'importe qui peut venir se tester. Totalement. Et voilà, on sait très vite si on est fait pour ça ou pas, et ça, c'est cool. Et donc justement, parlons un peu de cette nouvelle génération, de ta génération, la nouvelle qui arrive. Comment toi tu vois l'évolution du stand-up aux Antilles, par exemple? Tu me dis qu'on n'en est pas assez. Déjà, ça se démocratise beaucoup avec les réseaux sociaux. Franchement, avec les réseaux sociaux, on voit que tout le monde s'essaie à l'exercice de la caméra, du stand-up, de faire une ou deux blagues. Après, l'exercice de la scène, c'est autre chose, se confronter aux gens. Mais depuis que j'en fais, comme je t'ai dit, je vais voir beaucoup de spectacles. Dès qu'il y en a ici, j'essaie d'aller les voir. Et je vois bien qu'il y a des gars qui passent de la caméra à la scène. Et je pense que c'est une génération qui se met moins de limites que nous. Et encore moins de limites que nos parents. Mais en fait, pour toi, ce serait quoi le facteur clé de succès? Le facteur clé de succès, je pense que c'est l'authenticité. Je pense qu'il faut être vrai, il faut pas... si tu pars dans des délires de, je sais pas, essayer de faire rire, je sais pas comment expliquer, mais si t'es pas toi, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Ça peut marcher, hein, ça peut marcher un temps, mais ça va peut-être pas durer. Mais justement, tu parlais de limites. Tu faisais référence à quoi? Les limites qu'on se pose, justement pour les comprendre et les lever peut-être. Déjà, les limites que nos parents ont eues et que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un travail? Est-ce que vraiment c'est monter sur scène, c'est quelque chose qui va payer mes factures? Et je pense que on se pose les mauvaises questions. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans argent, on fait rien. C'est chaud. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va me mettre bien moralement, mentalement? Si c'est quelque chose qui me met bien moralement, mentalement, peut-être que j'aurai plus de motivation à aller chercher la partie monétisation. Donc ces limites-là, déjà, je trouve qu'on se met des limites morales. Qu'est-ce que tu penses de la demande? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le stand-up, qui se déplacent pour voir des spectacles. Mais complètement. Je pense que là, les gens sont demandeurs de ça. Je pense que en plus, aux Antilles, on n'a pas énormément de divertissement. Quand tu es à Paris, alors t'as du théâtre, certes, t'as des stand-up, mais si tu veux aller faire un escape game, t'en as plein, t'as le choix. Si tu veux faire du bowling, t'as le choix. Des cinémas, t'as le choix. Enfin, peu importe le secteur d'activité, t'auras le choix. Et ce qu'on n'a pas forcément aux Antilles, c'est le choix. Donc aujourd'hui, plus on va proposer des choses différentes, et plus les gens seront amenés à se dire, ok, je veux bien. Mais le problème, c'est qu'il faut éduquer une population à ça. Au début, les emmener voir une pièce de théâtre, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire là? Et exactement comme le cinéma. Le cinéma, c'est de plus en plus que les gens y vont. Aujourd'hui, on a 2 cinémas en Martinique et ça se remplit parce que ils ont éduqué les gens à aller au cinéma. Mais pareil, si nous, on les éduque à regarder certes du stand-up qu'ils voient à Paris, mais on leur fait savoir que ça existe ici, je suis sûr qu'ils continueront à venir et venir de plus en plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution, on va dire, de l'humour qui fait que les gens adhèrent de manière plus large? Parce que par exemple, tu vois,
enfin, t'as fait une remarque, que j'ai rebondi sur ce que t'as fait pendant ton spectacle de hier. T'as dit, oui, effectivement, t'as parlé des béquets. Tu vois, est-ce qu'avant c'était pas tabou, où on en parlait derrière avec peut-être, tu vois, on va dire une pensée ou une pensée un peu sous-jacente, en se disant, il y a une idée politique derrière, alors qu'en fait, toi, tu fais des blagues, en fait. Ouais. Non, je pense qu'avant, il y avait vraiment cette crainte d'en parler. Enfin, moi, je sais que mon premier spectacle, quand je l'ai joué en 2017, donc il y a presque 10 ans, et j'avais un sketch sur les béquets, et je sentais bien qu'à ce moment du spectacle... À l'aise. Ouais. Et pourtant, à la sortie de la salle, tout le monde me disait « Ah ouais, c'est bien d'avoir fait ça, c'était très drôle, etc. » Donc, je sens bien qu'effectivement, au niveau de l'humour, il y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on peut en rire beaucoup plus librement. Sur scène, les gens... mais je pense que c'est aussi l'information. Je pense que c'est le fait de... Le sujet, c'est démocratisé, on en parle plus, on est plus au courant. Et je pense que pour qu'une blague fonctionne, il faut que les gens aient la ref. Tu sais, c'est la nouvelle méthode de dire ça. Si les gens n'ont pas la ref, ils vont pas rigoler. Donc si moi aujourd'hui je parle des béquets, ils font conscience du contexte. Alors, on avait déjà conscience du contexte avant, mais aujourd'hui on rentre beaucoup plus dans les détails, on en parle beaucoup plus. Donc je pense que les gens se lâchent un peu plus sur ce genre de sujets qui sont... aujourd'hui, je dirais même pas que c'est tabou en fait. J'ai fait un sketch sur les handicapés dans mon premier spectacle. Pareil, en fait, ma conclusion du sketch, c'était de dire, en fait, ne pas faire de sketch sur eux, c'est considérer qu'ils n'existent pas. Ouais. Alors qu'en fait, non, ils font partie de la société comme nous-mêmes. Et s'ils en font partie, il faut qu'on rigole avec eux. Et toi, ce serait quoi aujourd'hui les sujets encore qui seraient tabous aux Antilles? Aux Antilles? Ouais. Spécifiquement aux Antilles. Ouais. Est-ce que tu as encore des sujets où tu dirais, waouh, là, c'est chaud? Non, le seul sujet sur lequel moi, j'ai pas encore osé aller, c'est peut-être la maladie. Après, il y a aussi cette question d'être passé par là, d'avoir la légitimité d'en parler. C'est très compliqué, je pense, quand tu fais des choses sur quelque chose que t'as pas vécu. Que tu maîtrises pas, ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est peut-être ça aussi qui me freine, effectivement. Comment, c'est pour toi le processus créatif, en fait, tes blagues, elles viennent d'où, comment tu... Mes blagues, elles viennent de ma tête, hein, enfin de ma vie de tous les jours, de ce que je peux vivre, voir, entendre. J'avoue que quand on me pose cette question-là, je sais vraiment pas trop quoi répondre parce que j'ai pas d'exemple concret. Parfois je suis là et je me dis il y a peut-être un truc à faire, je le note. Alors j'ai peut-être pas la blague tout de suite, mais je le note et ça vient après. Et puis parfois c'est au milieu de la nuit, parfois c'est quand tu veux aller dormir que t'es fatigué, hein, mais ton cerveau il se met sur on et là t'as plein d'idées, tu te dis ouais mais ça peut être bien. Et là tu commences à écrire, ça emmène autre chose. Franchement non, je pense que c'est vraiment ce que je vis, vois, entends. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une nouvelle génération qui arrive justement, comme tu parlais, d'humoristes qui se mettent pas de barrières. Limite, parfois, ils sont, ils sont un peu comme dans la logique de Fanon, ils sont à la pointe dans leur domaine, tu vois, tout en étant noirs. Et je pensais à une artiste qui s'appelle Mamari, je sais pas si tu la connais. Mamari. Non. Elle est d'origine rwandaise. Okay. Et justement, bon, tout ce qui va avec le Rwanda, elle a vécu le génocide et surtout, c'est pas le pire dans sa vie. Derrière, elle a vécu de l'inceste. Et en fait, elle monte sur scène et elle parle de ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça... Alors moi, je l'ai vu le spectacle, donc je sais qu'il est drôle et tout, donc c'est pour ça que j'en rigole. Et puis elle, c'est une personne extrêmement drôle, avec beaucoup de recul. Mais justement, elle porte des sujets hyper innovants, socialement. Et en plus, elle est queer, donc en plus, elle porte aussi un combat LGBTQIA+, et tout ça. Mais tu vois, il y a aussi Silver, dont je t'ai déjà parlé, stand-upper chrétien. Donc tu vois aussi dans quelque chose de très innovant, parce que même je connais pas d'humoriste blanc qui se affirme comme stand-upper chrétien. Pourtant, la France est un pays chrétien, tu vois. Et puis même aujourd'hui, là, tu vois, il y a le Jamel Comedy Club qui est venu. Il y avait des Noirs, des Arabes dans la troupe. Ils vont pas forcément parler comme à l'époque. Le bled, la famille, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, ils sont sur des sujets, mais vraiment. Ça peut être les pailles en plastique, ça peut être les clignotants et tout. Et moi, je commence à voir ça arriver aussi dans les open mic, donc dans la nouvelle génération, et je trouvais ça hyper frais. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, pour répondre à la première dont tu as parlé, je trouve que ça, on a parlé de ça, on a dit c'est quoi les éléments clés. Moi j'ai dit authenticité, et toi tu as dit légitimité. Ouais. Elle qui a vécu ça et qui du coup elle est authentique, et comme elle l'a vécu, elle est tout à fait légitime d'en parler. Et ça, je trouve que moi j'ai pas encore vu, mais ça me donne envie d'aller voir. Et je me dis, elle a toutes les clés là pour réussir et cartonner sur du long terme, tu vois. Donc oui, et puis je pense aussi que l'humour a évolué
dans nos petites communautés, en fait, au début, c'est vrai que on basait notre humour vraiment sur le communautaire, sur le racial, parce que peut-être qu'on se disait, bon, c'est ce qui va faire rire les autres. C'est ce qu'on nous demandait aussi, hein, je pense. C'est aussi, voilà, c'est ce qui était attendu de nous. Ouais, il y avait une attente là-dessus. attendu de nous. Donc, et je pense que, de toute façon, on pouvait pas faire ça pendant des années. Et d'un humoriste à un autre, ça devient trop ressemblant. Donc, chacun amène le sujet qui, lui, est sensible. Et c'est ce qui est bien aussi. Ouais. C'est ça me semble tout à fait normal, tout à fait juste. Ouais, parce que justement, dans ton spectacle, je rebondis sur ça. Moi, j'ai vu hier, il y a des gens, j'ai trouvé que tu manœuvrais avec beaucoup d'habileté, parce qu'il y a des gens qui sont parfois qui se livrent, tu vois, et ça peut devenir très émotionnel. Et si t'es pas capable de rebondir comme il faut, ça peut partir dans un truc qui aurait pu être très rigolo, comme dans un truc où elle peut se mettre à pleurer, tout ça. Et j'ai fait wow. Le gars est un équilibriste en tout cas. Mais je vais vous laisser sur ça. Je crois qu'on vous a teasé grave le spectacle sans texte de GSL de Gilles Saint-Louis. Donc maintenant, je peux que vous dire une chose, allez le voir. Il reste des places pour cette semaine. Bon, ce sera pas en ligne, mais ça sera pas en ligne. Je pense que tu vas faire d'autres dates. Ou sûrement, ouais, je pense. Même en duo, je pense que ça peut être drôle. Ouais. Il y a un moment, je voulais faire ça avec Ludo. Mais je pense que un duo d'humoristes, même homme-femme, je pense qu'un duo homme-femme, ça pourrait être bien. Dans le même contexte où on ouvre le dialogue sur plein de sujets, je pense quelque chose qui peut être très très fort. Je pense que je le referai encore un petit peu seul, mais il y a un moment, je le ferai avec quelqu'un sur scène, peut-être un invité différent chaque fois. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment cool. Ouais. Voilà, peut-être en résidence, une fois tous les 15 jours, au Free ou ailleurs. Moi, l'idée est lancée. Voilà, en tout cas, moi, je vous invite à aller voir le spectacle sans texte et, entre guillemets, sans filtre, ça c'est moi qui le dis, de GSL, et partout vous pourrez. Voilà. Merci encore, merci à toi, Merci GSL. pour l'invitation. Et à grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.